Je vais vous parler de deux hommes blancs occidentaux, Monterland et Ferrandez, critiquant la colonisation dans deux œuvres qui trouvent leur titre dans le nom et le surnom Djemila et la rose de sable de deux jeunes femmes maghrébines, ce qui souligne ainsi leur qualité d'objet. Difficile de ne pas penser à la critique de Spivak du White Man Saving Brown Woman. Et je ne prétends pas dans cette présentation du tout invalider cette critique, mais je voudrais simplement me demander si on peut la nuancer dès lors que ces white men sont aussi des exilés, au sens que Saïd donne à ce terme, donc des personnes qui ont conscience de l'existence d'au moins une autre culture en plus de la leur propre, ce qui leur procure an awareness of simultaneous dimensions. Donc c'est bien le cas de Ferrandez qui se décrit comme étant entre deux rives, appartenant à la rive nord et à la rive sud de la Méditerranée. C'est aussi le cas de Monterland qui a vécu pendant plusieurs années au Maghreb en exilé, et dans les deux cas, cette expérience de l'exil les conduit à adopter une attitude de refus d'une vision binaire, comme le dit Ferrandez. De même, Monterland va développer la philosophie syncrétisme et alternance, et il écrit dans l'essai qui porte ce titre, Tout le monde a raison, toujours, notamment, pour ce qui nous concerne, le Marocain et le gouvernement qui le mitraille. La raison pour laquelle cette condition d'exilé me paraît susceptible de nuancer la critique de Spivak, c'est parce que c'est une condition du entre, et que la critique de Spivak se situe elle-même entre les deux termes d'un dilemme. Ce dilemme, il se fait jour quand, avec Asia Djebar, on condamne les lois de l'invisibilité, lois du silence, formule par laquelle elle résume l'oppression qui pèse sur les femmes algériennes de sa génération. Et il va s'exprimer, ce dilemme, dans l'ambivalence du titre de l'ouvrage dans lequel elle émet cette critique, Femmes d'Alger dans leur appartement. C'est une reprise du fameux tableau de Delacroix, mais reprise ambivalente donc parce que d'un côté, Delacroix vole, le regard de Delacroix est un regard volé, selon Assia Djebar, aux hommes algériens qui tiennent leurs femmes enfermées et invisibles, et par là, il pose, selon elle, les fondations d'une voie future pour ces femmes, donc d'une libération, mais de l'autre côté, le tableau de Delacroix symbolise bien sûr la domination coloniale dans la mesure où il met ces femmes algériennes à la disposition du regard masculin occidental. Et en fait, c'est toute l'ambiguïté de la critique de l'orientalisme de Saïd quand on l'articule à la question féminine, enfin la question féministe, disons, dans la mesure où l'orientalisme lifts the Orient from the realms of silent obscurity, qui est donc l'exact inverse de ces lois que condamne Assia Djebar. Alors, comment la condition d'exilé va-t-elle jouer par rapport à ce dilemme? Comment cette condition du entre va-t-elle jouer? Premièrement, il y a le entre du mode sur lequel ils se saisissent du dilemme en tant qu'artistes. On verra qu'il s'agit pour eux de se situer entre l'image et le mot, entre le regard et la parole. D'où l'intérêt d'inclure une bande dessinée dans l'analyse puisqu'elle va mettre ce mode en évidence. Deuxièmement, il y a le entre du redoublement de la représentation. L'intérêt de nos deux œuvres, en effet, c'est qu'elles mettent en scène un personnage de peintre s'inspirant de Delacroix. Si bien que Djemila et Ram, qui est le nom de la jeune fille surnommée la Rose de Sable, ne sont pas seulement des objets et des représentations pour Ferrandez et Monterland, mais aussi pour ces peintres intradiégétiques. Et ce n'est pas qu'une argutie, parce que la représentation est pour Saïd au cœur de l'orientalisme, bien sûr, dans la mesure où celui-ci est fondé sur l'extériorité. Et donc, quand on se situe entre ces deux niveaux de représentation, la question qui apparaît est de savoir ce qu'il advient de l'orientalisme quand celui-ci devient lui-même objet de représentation, quand l'extériorité qui le fonde est, pour ainsi dire, intériorisée. Et donc c'est tout cela que je vais regrouper sous l'expression entre l'exil et le retour. Dans les deux récits, la critique va se développer à partir d'une même situation initiale. Dans La Rose de Sable, Oligny est un jeune officier français qui débarque au Maroc pour diriger une petite garnison. Il obtient les faveurs de Ram par l'entremise d'un Marocain installé sur le camp, et il va ensuite mettre Ram à disposition, je cite, de son ami Guiscard, qui est un peintre français installé au Maroc depuis longtemps, comme maîtresse et comme modèle, donc pour une séance de pause censée se déboucher sur des faveurs sexuelles. Dans Djemila, de même, Constant est un jeune peintre français qui débarque à Alger, retrouve son ami Mario, peintre lui aussi installé à Alger depuis longtemps, et Mario va l'introduire dans un harem par l'entremise du maître de ce harem. Sans ça, c'est bien sûr impossible. Et c'est là que Constant va
faire la rencontre, enfin voir pour la première fois Jemila et tomber amoureux d'elle. Donc dans les deux cas, on a deux hommes occidentaux qui tirent parti de la culture patriarcale locale pour disposer entre eux d'une jeune femme maghrébine sans que celle-ci n'ait aucune voix au chapitre. Bon, j'ai pas le temps de commenter ces images et ces citations, mais je crois qu'il est évident que dans les deux cas, la domination s'exprime donc par le regard et de nature sexuelle et débouche sur la représentation, donc culmine plutôt dans la représentation artistique. Je passe vite là-dessus parce que ce qui m'intéresse, c'est la critique de ce moment initial, une critique qui, comme je l'ai dit, va donc s'opérer à partir du retournement du regard masculin occidental. Ça tient à une différence essentielle entre Delacroix et nos personnages principaux. Delacroix était invisible aux femmes qu'il regardait et leur vision n'éveillait en lui aucun étonnement. Il se serait exclamé: c'est la femme telle que je la comprends. En d'autres termes, ces femmes correspondent à l'idée préconçue qu'il avait d'elle, dictée bien sûr par l'orientalisme. Entre Constant et Jemila, au contraire, il y a bien échange euh, dans la mesure où Constant se dit bouleversé et trouve le regard de Jemila étonnant, et il y a réciprocité dans la mesure où Jemila est elle-même étonnée et, c'est la case en haut à droite, voudrait rencontrer Constant. Dans le cas de la Rose des Sables, le parcours est un peu plus sinueux parce que le peintre et l'amoureux sont dissociés entre Guiscard et Oligny. Tout commence avec un sourire ironique lors de la séance de pause de la part de Rame qui porte sur Guiscard. Elle lui dit qu'elle sourit parce qu'il la regarde et qui amène une connivence entre elle et Oligny dans la mesure où Oligny admire la délicatesse de sa réponse. Et à partir de là, il va y avoir une séparation des regards des deux colonisateurs. Ce ne sont plus les deux regards colonisateurs qui portent sur la femme colonisée, mais au contraire, les deux regards colonisateurs qui jouent l'un contre l'autre. Le regard de Oligny sur Guiscard indispose ce dernier, et à partir de là, Guiscard en arrive à mésestimer son œuvre. Et donc, puisque c'est par son œuvre qu'il était censé dominer Rame, il remet en question cette domination même. Ce retournement est mis en évidence dans deux passages dont l'un se situe avant la séance de pause et l'autre après. Dans le premier, c'était la conscience d'elle-même, donc l'humanité de Rame qui découlait du regard du colonisateur. Elle regarde sa gorge qu'il embrasse, que Oligny embrasse, comme si elle la voyait pour la première fois. Tandis qu'après la séance de pause, c'est au contraire le regard de Rame sur Oligny qui lui fait opérer un retour critique sur lui-même et qui conduit à ce qu'il ne la regarde plus. Donc le regard colonisateur et de domination cesse. Et c'est là que, de manière inattendue, donc intéressante, le réactionnaire, masculiniste, etc., Monterland me semble retrouver Ray Chow quand elle évoque ce mode de compréhension de l'autochtone en réponse donc au regard colonisateur, un mode de compréhension dans lequel c'est le colonisateur qui se sent regardé par le colonisé et non pas l'inverse, et dans lequel donc l'existence de l'autochtone précède l'arrivée du colonisateur. Ça, c'est un rapprochement que je propose et qu'il faudrait bien sûr étudier davantage. Ce qui est certain, quoi qu'il en soit, c'est que dans les deux récits, ce retournement du regard met nos personnages principaux sur la voie d'un parcours d'initiation que j'ai pas le temps malheureusement de retracer, mais qui trouve une même conclusion. Constant et Oligny deviennent ces exilés, ces hommes entre deux rives que sont Ferrandez et Monterland. Ils sont donc leurs porte-parole dans l'œuvre. Constant va s'efforcer de jouer un rôle d'intermédiaire entre l'armée en révolte d'Abdelkader et l'armée française, et Oligny va démissionner de l'armée pour ne pas avoir à réprimer une révolte marocaine, ce qu'il juge, il juge cette répression injuste. Et dans les deux cas, cette condition d'exilé se vit dans l'échec et la douleur, échec et douleur métaphorisés par la perte de la femme maghrébine aimée, qui elle-même métaphorise bien sûr la perte des colonies par la France. Constant va échouer dans sa tentative de médiation et apprendre juste après que Jemila est morte, et il va rentrer en France pour vivre dans la nostalgie douloureuse de l'Algérie. Quant à Oligny, il quitte la garnison après sa démission, il veut emmener avec lui Rame, dont il est amoureux, mais celle-ci refuse de l'accompagner sans lui donner d'explication. Donc là, le rapport de domination s'inverse, et
il finit par se faire tuer par des Marocains dans une émeute anti-française, alors même qu'il proteste de son amitié pour eux. Dans les deux cas, donc, même identification entre les auteurs et les personnages principaux dans cette condition d'exilé, mais, et c'est là-dessus que je vais finir, ce qui m'intéresse, c'est que malgré cette conclusion identique, il y a une différence essentielle qui va expliquer pourquoi la critique de l'orientalisme fonctionne dans le cas de Monterland, tandis qu'elle échoue dans le cas de Ferrandez, malgré lui. La différence est simple, c'est que Constant est peintre, là où Oligny ne l'est pas. La critique de l'orientalisme s'opère au travers de l'image dans La Rose de Sable pour ensuite la dépasser, comme on va le voir, quand, dans le cas de Jemila, elle s'opère à partir de l'image et elle reste dans l'image. Alors Ferrandez a bien conscience de ce problème, et c'est pourquoi, si comme Monterland il s'associe à son personnage sur le plan de la narration, il va devoir s'en dissocier sur le plan de la représentation, en ajoutant ainsi, pour ainsi dire, une nouvelle couche d'exil entre son personnage et lui. Dans ces images qui concluent la bande dessinée, Constant est et demeure, malgré sa critique de la colonisation, le peintre orientaliste typique. Il correspond à cette description que fait Saïd de l'orientaliste comme un homme pour qui la réalité n'est qu'une série de spectacles qui se déroulent à distance de ses yeux, et tel Chateaubriand, tout ce qu'il aura ramené finalement de l'Algérie, ce seront des images, et notamment une image, celle de Rame, de Jemila, qui devient la métaphore d'un Orient insaisissable, mais affirmer le mystère de l'Orient et son caractère insaisissable, c'est bien sûr un autre pensif orientaliste. Donc Ferrandez a bien conscience de ce problème, et c'est donc pourquoi il va devoir se distancer de son peintre orientaliste de héros sur le plan de la représentation. Et il va faire ça de deux manières qui, à mon sens, sont deux échecs. La première manière, la première technique qu'il emploie, c'est d'inclure dans sa bande dessinée des croquis qui sont censés reproduire les croquis de Delacroix lui-même en estimant que, à la différence de ces tableaux, ces croquis seraient une représentation réaliste de l'Orient. Donc c'est l'idée qu'exprime Ferrandez dans la citation en haut. Mais, comme le dit McKinney, en fait, cette conception des croquis de Monterland comme échappant, de Delacroix comme échappant à l'orientalisme est erronée. En fait, ils sont tout autant imprégnés d'orientalisme que ces tableaux. Donc, premier échec de Ferrandez sur ce plan. Deuxième procédé qu'emploie Ferrandez, deuxième échec, c'est celui d'intégrer dans sa bande dessinée des tableaux orientalistes célèbres, comme par exemple l'exécution sans jugement d'Henri Regnault, à différents niveaux de représentation, donc par un procédé de mise en abîme. Donc ce tableau est d'abord représenté dans la narration comme la réalité de la bande dessinée. Elle devient ensuite un tableau pour Constant, qui, par ailleurs, à d'autres moments de la bande dessinée, en rêve, donc ça devient une espèce de fantasme. Et l'idée, bien sûr, derrière cette multiplication du tableau, c'est de relativiser sa charge symbolique. Mais le problème, et je suis là-dessus maquiné, c'est que ça ne remet pas du tout en question la réalité de l'événement lui-même. En fait, ça la renforce même, cette réalité. Or, c'est cette réalité qui est problématique, puisque ça donne l'idée d'un Orient en proie à une violence irrationnelle. Plus encore, en reproduisant ainsi des tableaux par des effets de citation, Ferrandez retrouve un procédé fondamental de l'orientalisme, tel que décrit Saïd, qui est justement de n'être plus qu'un système de référence, un système de citation, où la réalité est complètement occultée, puisque ce ne sont plus que des œuvres se référant à d'autres œuvres. Et donc Ferrandez ne parvient pas à apporter une réponse satisfaisante, malgré sa bonne volonté, au problème que soulève Richow dans son article. Est-ce qu'il y a une façon de concevoir l'autochtone par-delà la ressemblance de l'image? Et c'est précisément parce que Monterland adopte une démarche inverse de celle de Ferrandez qu'il me semble plus intéressant. Premièrement, Monterland va se situer clairement, décidément, dans l'imaginaire s'agissant de la peinture. Il ne prétend pas que la peinture, que l'image puisse dépasser l'imaginaire pour arriver à la réalité. Lorsque Guiscard peint Rame, il reconnaît que ce qu'il dessine, c'est un visage imaginaire. Or, on a dit que c'était à partir de son amour pour Rame que Oligny en arrivait à sa critique de la colonisation, et donc de la même manière, il va dépasser Rame, qui n'est plus objectifié, pour, je cite, entrer dans un monde qui n'est d'elle, n'était plus d'elle. Donc ce monde, c'est celui de la critique de la colonisation.
Et c'est en fait pour ça que Ram peut survivre à Oligny, là où Jemila, elle, doit mourir parce qu'elle doit rester l'image qu'elle a toujours été pour Constant. Et donc à partir de là, le deuxième moment de la critique de Monterland est possible. C'est un moment iconoclaste. Comme je l'ai dit, on va dépasser l'image par les mots, et d'abord par un mot, au sens de jeu de mots, celui du peintre Guiscard qui va saboter sa propre œuvre, œuvre orientaliste donc puisqu'imaginaire, pour se moquer de l'admiration d'Oligny, qui à ce moment est encore le colonisateur typique. Il va tracer ces mots qui donc détruisent la charge orientaliste de l'œuvre, Ram, Adam. Et c'est pourquoi, donc comme je le disais, si la critique s'opère au travers de l'image, elle aboutit à des mots, une parole de Guiscard, comme il est dit dans la citation 2. Cependant, pour conclure, la question est de savoir qui aura le dernier mot. Ce n'est pas Oligny, puisqu'il meurt, ce sont les êtres, mais des êtres qui sont rendus à leur propre pays, précisément parce que Oligny, lui, est un exilé, parce que ces êtres se résument à, je cite, cette cour banale, dénuée de tout romantisme, pas même orientale d'aspect, qui ne lui parle que d'eux, tandis qu'ils y sont invisibles. Et Monterland arrive donc, paradoxalement, à la conclusion inverse de celle d'Assied Djebar, la seule libération possible pour l'Orient réside dans l'invisibilité et le silence. Conclusion paradoxale, mais en fait logique, dans la mesure où Monterland est un homme blanc, tandis qu'Assied Djebar est une femme maghrébine. Cette invisibilité et ce silence, ce sont donc l'invisibilité et le silence que seuls les mots de l'écrivain qui s'effacent peuvent exprimer, et qui sont aussi, et je vais finir par ça, l'invisibilité et le silence de la nuit. Nuit durant laquelle Ram résiste, se débat, nuit durant laquelle elle est aussi forte qu'Oligny, nuit durant laquelle sa paume se retrouve sur la bouche d'Oligny et le fait donc taire, tandis qu'elle murmure des mots qui lui sont incompréhensibles, nuit enfin de ce long silence où l'on n'entend plus que le bruit de la mer, cette mer qui à la fois unit et sépare l'Orient et l'Occident. Entre l'exil et le retour, c'est donc dans la séparation du silence et de l'invisibilité que Monterland va trouver l'union avec l'autre, par-delà l'orientalisme.